Bonjour et bienvenue, je suis ravie de t'accueillir ici. Tu écoutes un podcast consacré à la parentalité, mais pas seulement. Ici, on va parler de parentalité consciente. C'est une parentalité qui ne cherche pas la perfection, mais qui cherche le lien. On va aussi parler de neuroatypie et des parcours médicaux et suivis possibles, parce que l'un de mes 2 enfants est concerné. On parlera aussi d'éducation proche de la nature, parce que passer du temps dehors avec nos enfants, c'est à la fois simple et précieux. Ça permet de se reconnecter au vivant, tout en apprenant et en tissant du lien avec nos enfants. Et enfin, on parlera de santé mentale, d'équilibre et d'épanouissement personnel. Parce qu'un parent qui va bien, c'est un parent qui peut être plus présent, plus disponible et plus doux, même au milieu du chaos de la vie. Mon souhait avec ce podcast, c'est d'ouvrir un espace doux, respectueux et soutenant. Un espace où on peut aborder des sujets parfois inconfortables, la fatigue, la culpabilité, les tempêtes émotionnelles, la solitude, mais toujours avec patience et bienveillance envers soi. Parce que être un parent, c'est souvent avancer dans un monde qui va trop vite, tout en essayant de rester debout. Et avant d'aller plus loin, je souhaite poser un cadre important. Ici, on partage des expériences, des repères et des outils. Mais ce podcast ne remplace pas un avis médical et notamment psychologique ou un accompagnement professionnel. Mon but, c'est de t'aider à te sentir moins seul et plus outillé, mais pas de poser des diagnostics. Ce podcast, il n'est pas né d'une idée sympa écrite dans un carnet. Il vient d'un chemin long, fragile et parfois brutal. Et aujourd'hui, j'ai envie de te raconter d'où je viens et pourquoi j'ai créé ce rendez-vous. Tout commence en 2017. J'étais enceinte de mon premier enfant. Et un matin, en partant travailler, je sens du liquide qui se répand sur le carrelage. Et tout de suite, sans réfléchir, mon corps sait déjà. Je comprends ce qui se passe. Quelque chose ne va pas. Je me rends à la clinique où j'étais censée accoucher et le verdict tombe. C'est une fissure de la poche des os. Très vite, les pompiers me transfèrent en urgence dans un hôpital de niveau 3. Celui où on prend en charge les grossesses à risque et où il y a une unité de réanimation néonatale. Là-bas, on me donne des médicaments pour stopper les contractions et on m'injecte des corticoïdes pour accélérer le développement pulmonaire de mon bébé. Je rencontre un médecin qui me dit une phrase qui s'imprime en moi. La grossesse n'ira probablement pas à terme. À partir de là, la vie se met en pause. Toute l'énergie se concentre sur un seul objectif, tenir. Tenir un jour de plus, une semaine de plus. Je rentre à la maison avec un suivi intensif. Une sage-femme passe 3 fois par semaine pour faire des monitorings, vérifier que tout va bien. J'ai également 2 prises de sang par semaine pour que l'on surveille le risque infectieux pour le bébé. J'ai de temps en temps des examens pour vérifier la croissance et la quantité de liquide amniotique. Et malgré tout, la perte de liquide continue. Chaque déplacement devient une question et chaque effort devient un risque. Et pourtant, on a tenu 5 semaines. Puis, tout bascule à 31 semaines et 5 jours de grossesse. Un matin, alors que la sage-femme était passée et que tout allait bien, l'après-midi, j'ai de violentes contractions. La sage-femme vient, elle vérifie et mon bébé fait de la tachycardie. Je suis directement transférée à l'hôpital avec les pompiers et là-bas, ils s'aperçoivent que j'ai de la température. Tout va s'enchaîner en urgence avec une césarienne sous rachianesthésie. Je vais être honnête avec vous, j'ai senti beaucoup trop de choses. J'avais littéralement l'impression que l'on m'arrachait l'intérieur. Le problème, c'est que l'équipe qui m'a endormie ne pouvait plus rien faire. Alors, j'ai pris du temps, je me suis recentrée sur le moment, j'ai essayé de respirer. Et puis, d'un coup, j'ai entendu un petit son. J'ai entreaperçu mon fils.
Mon fils, il est né à 21h08 et il pesait 1,760 kg. Il est né un 28 novembre alors qu'il devait arriver le 3 février l'année suivante. Et la première nuit que j'ai passée sans lui, je me rappelle m'être demandé « Est-ce que je vais le reconnaître demain ?» Parce que je ne pouvais pas, il était en réanimation, je ne pouvais pas le voir. Et surtout, est-ce que je vais savoir que c'est mon bébé ? Je le revois le lendemain en fin d'après-midi. Il est minuscule. Il y a des tuyaux et des capteurs, des machines partout. C'est vraiment impressionnant. Et pour beaucoup de parents de prématurés, tout commence vraiment là, dans la lumière blanche d'un service de réanimation, entre les alarmes, les tubes et les regards inquiets. On devient parent dans un couloir. On apprend à aimer derrière une couveuse. On demande la permission pour toucher son bébé. Les journées s'enchaînent. On observe, on attend, on espère. Et lui, notre fils, se bat. Il est intubé, puis il passe sous masque à oxygène. Il est alimenté par sonde, puis il est transféré en médecine néonatale. L'objectif devient simple, mais immense. Respirer, manger, grandir et prendre du poids. Et de mon côté, je présente une complication avec une infection de la cicatrice de césarienne. Je dois retourner au bloc. Je choisis une anesthésie locale parce que je dois marcher et traverser des bâtiments pour aller voir mon fils. Mon mari travaille la journée et dès qu'il peut, il nous rejoint. On passe vraiment, enfin lui surtout, un maximum de temps à l'hôpital parce que moi je ne suis pas encore sortie. Et finalement, tu sais, dans ces moments-là, le cerveau, il se met en mode survie. Il se concentre sur l'urgent. Et là, c'était notre bébé. Et c'est comme si finalement la douleur et la fatigue étaient mises en mode mute. Jusqu'au jour où on vit un moment déchirant. On rentre chez nous, mais on doit laisser notre bébé à l'hôpital parce qu'il n'y a pas de chambre accompagnant. Parce que j'ai aussi besoin de soins infirmiers pour ma cicatrice. On rentre du coup, pour moi, le corps vide et les bras vides. Le matin, j'ai des soins infirmiers, je tire mon lait, j'enchaîne les trajets et je passe un maximum de temps avec mon bébé. Le soir, mon mari me rejoint. Et on devient des spécialistes des courbes, des moniteurs, des constantes. On vit au rythme des équipes avec parfois des avis contradictoires, des « on verra demain ». Et au milieu de tout ça, il y a une solitude massive, une solitude que peu de gens comprennent vraiment. Et puis, un peu moins d'un mois plus tard, le 23 décembre, je m'en rappelle, c'était un très beau cadeau, je reçois un appel et on me dit « Vous pouvez rentrer à la maison aujourd'hui avec lui ». Et autour de nous, c'est le chaos. On n'a pas de famille proche pour nous aider, la maison, elle est pas du tout prête, on n'a pas pu anticiper. Alors on a du matériel de puériculture, c'est à peu près tout ce qu'on avait pu anticiper. Et je me souviens m'être dit finalement c'est ça le bonheur, c'est ça. C'est les imperfections, c'est la perfection dans l'imperfection. Ce jour-là, je le tiens dans mes bras pour la première fois sans tous ces câbles. Alors ça peut paraître un détail, mais pour moi, c'était une liberté déstabilisante. Comme si tout à coup, l'oxygène revenait. La vie continue, on rentre avec lui, on a mis des heures à installer ce siège auto. La vie continue, mais ce n'est pas si simple. Il y a beaucoup de suivis médicaux, des examens qui s'enchaînent, des comparaisons entre l'âge corrigé, donc en fait c'est la différence entre la date de naissance de l'enfant et la date à laquelle il aurait réellement dû naître. Et il y a des inquiétudes qui naissent en moi. On observe tout, le tonus, les gestes, le regard, les progrès, mais je remarque des choses qui me perturbent. Une rigidité dans les membres, des difficultés à jouer, à rester concentré même pour des jeux de son âge. Une marche tardive qui n'affole pas du tout les médecins, mais moi je m'interroge et je doute. J'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En parallèle, dans mon travail, ça ne se passe pas bien du tout. C'est une situation qui dure depuis déjà longtemps, mais je ne m'écoute pas. Je serre les dents. Et le corps, lui, il encaisse, il supporte.
Et au bout d'un moment, il lâche. J'ai des palpitations, des sueurs, des tremblements, je passe des nuits blanches, je cauchemarde avec des angoisses liées au travail. Et quand je me rends chez le médecin dans la salle d'attente, je pleure sans pouvoir m'arrêter. C'est incontrôlable. Le diagnostic est posé, je fais un burn-out. Alors, je ne fais pas un burn-out parce que j'étais fragile, j'avais juste dépassé mes limites trop longtemps, parce que j'avais continué au lieu de récupérer. Et quand un parent s'effondre, ce n'est pas seulement lui qui tombe, tout bouge. La dynamique familiale, la fatigue, les tensions, la façon de parler, d'aimer et même d'être présent. On fait semblant, on s'accroche, on sourit pour rassurer, mais à l'intérieur, tout brûle. La guérison, elle n'a pas été rapide. Comment on fait pour se réparer quand on est tout cassé dans un monde qui va très vite? J'ai eu besoin d'aide, j'ai eu besoin d'accompagnement. Il y a eu des jours avec et il y a eu des jours sans. Et peu à peu, quelque chose s'est reconstruit. Avec le recul, je peux le dire, ça a été une fracture et un début, une renaissance pour moi. J'ai été obligée d'écouter mon corps, d'admettre mes limites, de regarder ma vie autrement, de me poser vraiment les questions de ce que je voulais faire de ma vie et de quelle personne j'avais envie d'être. Et quand j'ai commencé à aller mieux, j'ai eu besoin de comprendre mes doutes par rapport à mon fils, de ne plus me contenter de « ça va aller », de ne plus minimiser mon intuition. Et c'est de tout cela que naît ce podcast, de la prématurité, des inquiétudes que l'on tait, des couloirs d'hôpitaux, des nuits où on se demande si on fait assez bien, et de cette conviction profonde, on n'est pas fait pour porter ça tout seul. Ici, on va apprendre ensemble, on va chercher des repères, on va inviter des professionnels et partager des outils concrets. Mais surtout, on va créer un espace où tu peux te dire « Ok, je ne suis pas la seule » ou « Je ne suis pas le seul ». Et si tu as envie de faire partie de cette aventure dès le départ, abonne-toi. Et si ce que tu as entendu aujourd'hui résonne en toi ou si ça t'a fait penser à quelqu'un, n'hésite pas à partager l'épisode ou à laisser quelques étoiles et un commentaire selon ta plateforme d'écoute. Parce que finalement, c'est ce qui aidera le podcast à se faire connaître. Et si ce podcast prend vie, c'est grâce à vous. Et maintenant, comme promis, on termine toujours avec une bouffée d'air qui colle parfaitement à ce que je viens de te raconter. C'est la minute du vivant, une micro-activité simple pour souffler en famille. Aujourd'hui, je vais parler de l'ombre et de la lumière, de tout ce qu'il y a entre les deux. Tu peux faire cet exercice dehors ou simplement près d'une fenêtre. L'activité va se passer en plusieurs étapes. La première, c'est de trouver la lumière. Pose-toi, regarde autour de toi et repère une zone de lumière. Un rayon sur le sol, un reflet sur le mur, une tache claire dans les nuages, une lampe, une bougie. Prends une seconde et observe. La couleur, l'intensité, la chaleur, le mouvement si ça bouge. Ensuite, deuxième étape, trouve l'ombre. Puis repère une zone d'ombre sous une branche, derrière un objet, dans un coin de la pièce. Et observe de la même manière la forme, la douceur, la fraîcheur, la profondeur. Maintenant, cherche l'endroit où l'ombre devient la lumière. Souvent, ce n'est pas une ligne nette. C'est un dégradé, un entre-deux. Et juste ça, tu le regardes quelques secondes. Enfin, on passe à l'ancrage. Tu peux mettre une main sur ton ventre ou sur ta poitrine. Et prends 3 lentes inspirations. À chaque expiration, tu peux te dire mentalement « Je n'ai pas besoin d'être parfait, je peux avancer ». Parce que finalement, la parentalité, c'est souvent ça, des zones d'ombre, des zones de lumière, et surtout des transitions. Et parfois, ce que l'on cherche, ce n'est pas d'éteindre l'ombre, c'est juste de retrouver une petite lumière suffisante pour le prochain pas. Si tu testes cette activité chez toi, écris-moi avec ton enfant ou seul, mais dis-moi ce que tu as pu observer, ce que tu as préféré.
Je te remercie pour ton écoute. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Je te souhaite une belle journée. Ciao, ciao.